Vous souvenez-vous de cette fumée bleue qui flottait dans les bistrots de votre enfance? Avez-vous déjà cherché en vain le paquet que votre grand-père sortait fièrement de sa poche, ces paquets mythiques aux couleurs vives qui trônèrent derrière le comptoir du buraliste, ces cigarettes et un au tabac noir qui embaumaient les cafés populaires, ces marques légendaires que des millions de Français ont fumées pendant des décennies. Elles ont accompagné les soldats dans les tranchées, les ouvriers à la sortie des usines, les artistes dans leurs nuits blanches. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces 15 cigarettes françaises disparues qui ont marqué toute une époque, ces marques mythiques que vous ne trouverez plus nulle part, ces témoins d'une France où le tabac brun régnait en maître absolu sur les comptoirs. Gauloise Caporal, le monument national. Impossible de parler du tabac français sans commencer par celle qui incarnait la France elle-même. La Gauloise Caporal au paquet bleu orné du casque ailé. Cette cigarette représentait bien plus qu'un simple produit, elle symbolisait l'identité française dans ce qu'elle avait de plus authentique. Le soldat des tranchées la fumait pour se donner du courage, l'ouvrier la roulait entre ses doigts calleux après une journée épuisante, l'intellectuel de Saint-Germain-des-Prés la laissait se consumer dans le cendrier en écrivant. Jean-Paul Sartre ne quittait jamais son paquet. Camus posait toujours avec sa gauloise aux lèvres. Ces philosophes avaient se fait de cette cigarette le symbole même de la pensée française. Le tabac provenait de Syrie et de Turquie, séché à l'air libre pendant des mois, fermenté jusqu'à développer ses arômes puissants de terre et de feu. Le paquet souple se froissait dans la poche de la veste, le papier maïs craquait entre les doigts, la fumée épaisse montait vers les plafonds jaunis des cafés. Personne n'imaginait que cette icône puisse un jour disparaître des bureaux de tabac. Aujourd'hui, les vrais paquets de Gauloise Caporal se vendent aux collectionneurs comme des reliques d'un monde disparu. Gitans Maïs, la cigarette des artistes. Le papier jaune de cette cigarette mythique la distinguait immédiatement de toutes les autres dans le présentoir du buraliste. Serge Gainsbourg en consommait 2 paquets par jour. Cette cigarette courte et trapue ne quittait jamais ses lèvres dans les studios d'enregistrement. Le papier de maïs donnait une combustion lente et régulière, un goût légèrement sucré qui adoucissait la puissance du tabac noir. Cette cigarette représentait la bohème française, la liberté absolue, le refus des conventions bourgeoises. Les jeunes la choisissaient pour se démarquer, pour afficher leur appartenance à un monde artistique et rebelle. En 2016, Imperial Tobacco a annoncé l'arrêt définitif de la production. Les machines étaient trop vieilles, les volumes trop faibles, la rentabilité impossible à maintenir. Les derniers paquets se sont arrachés comme des trésors, certains fumeurs ont pleuré en allumant leur ultime Gitan Maïs. Désormais, seuls les collectionneurs possèdent encore quelques paquets jamais ouverts, conservés comme des œuvres d'art dans leurs vitrines. Boyard, la cigarette des costauds. Plus grosse, plus forte, plus rustique que toutes les autres, la Boyard incarnait la virilité ouvrière de la France d'après-guerre. Les dockers du Havre la fumaient sur les quais en déchargeant les cargos. Les marins bretons la gardaient coincée derrière l'oreille pendant les tempêtes. Les paysans normands la savouraient après les moissons. Cette cigarette massive enroulée dans son papier de maïs jaune ressemblait presque à un petit cigare. Un seul Boyard contenait autant de tabac que 3 cigarettes américaines. Sa fumée épaisse envahissait les pièces en quelques bouffées. Les fumeurs occasionnels toussaient dès la première aspiration. Seuls les habitués supportaient dans cette puissance. La chute des ventes de tabac brun a condamné cette cigarette avant même les restrictions sanitaires. Les jeunes générations se tournaient vers le tabac blond américain, plus doux, plus facile à inhaler. Le Boyard a disparu des présentoirs sans faire de bruit, abandonné par ceux qui l'avaient tant aimé. P4 parisienne, le tabac de la pauvreté digne. Ces minuscules paquets de 4 cigarettes permettaient aux plus modestes de s'offrir leur dose quotidienne de nicotine. Dans la France des 30 Glorieuses, tout le monde ne pouvait pas acheter un paquet de 20 gauloises. Les ouvriers, payés à la semaine, comptaient dans leurs sous. Les retraités vivant de maigres pensions calculaient chaque dépense. Le paquet de 4 représentait la solution parfaite pour fumer sans se ruiner. Les P4 se glissaient dans la poche de la chemise, dans le porte-monnaie des ménagères, dans le cartable des apprentis qui fumaient en cachette. Le buraliste les vendait à l'unité derrière son comptoir, quelques centimes suffisaient pour repartir avec sa ration. Les réglementations européennes ont interdit la vente de paquets de moins de 20 cigarettes, condamnant ce format populaire à la disparition définitive. Les P4 ont rejoint les souvenirs d'une époque où la France acceptait que les pauvres aussi puissent fumer. Troupe, le tabac du conscrit.
Chaque jeune Français appelé sous les drapeaux recevait gratuitement sa ration de cigarettes militaires dans ses paquets gris austères. Le service militaire obligatoire durait 12 mois, parfois davantage en période de tension. Les appelés débarquaient dans les casernes sans connaître le tabac, ils en ressortaient souvent accros pour la vie. L'armée distribuait les cigarettes aux troupes comme elle distribuait les rations alimentaires, naturellement sans poser de questions. Ces cigarettes de qualité médiocre servaient à occuper les longues heures de garde, à créer des liens entre soldats venus de toutes les régions. On s'échangeait des troupes contre des services, on les jouait aux cartes pendant les permissions, elles faisaient partie intégrante de la vie militaire. La suspension du service militaire obligatoire en 1996 a signé l'arrêt de mort de cette cigarette institutionnelle. Plus personne ne fabrique de troupes, plus personne ne distribue de tabac gratuit aux jeunes Français. Celtique, la cigarette de la France profonde. Le paquet vert, orné d'un chêne celtique, évoquait les campagnes françaises, les forêts ancestrales, les traditions immémoriales. Les agriculteurs bretons la fumaient en conduisant leurs tracteurs, les chasseurs périgourdins la sortaient pendant les battues, les bûcherons vosgiens la coinçaient entre leurs lèvres en abattant les sapins. Cette cigarette appartenait à la ruralité française dans ce qu'elle avait de plus authentique. Le diamètre de la Celtique dépassait celui des cigarettes ordinaires. Le tabac était compacté et si serré qu'elle se consumait pendant de longues minutes. Une seule suffisait pour toute une pause, les fumeurs économes appréciaient ce rapport qualité-prix imbattable. L'odeur de la Celtique imprégnait les foires agricoles, les marchés aux bestiaux, les salles des fêtes des villages. Cette fumée faisait partie du paysage olfactif de la campagne française, aussi présente que l'odeur du foin coupé ou du fumier frais. La version originale de grand calibre a disparu des catalogues, remplacée par des formats standardisés qui n'ont plus rien à voir avec l'original. Le nom survit peut-être quelque part, mais la vraie Celtique des anciens a rejoint le cimetière des marques oubliées. Fontenoy, le rêve du luxe à la française. Cette cigarette élégante représentait la tentative de la CEITA de conquérir le marché du tabac de prestige avec du tabac noir. Le lancement en 1963 avait mobilisé des moyens considérables. Le journal télévisé lui-même présentait cette nouvelle venue comme une révolution. Le paquet doré, le filtre long, le design sophistiqué, tout visait à séduire la bourgeoisie française attachée au tabac national. Les publicitaires vantaient une cigarette longue, racée, distinguée, capable de rivaliser avec les marques américaines qui commençaient à envahir le marché. Les femmes élégantes des beaux quartiers devaient adopter la Fontenoy pour leurs cocktails, les hommes d'affaires pour leurs réunions. La Fontenoy n'a jamais trouvé son public, coincé entre deux mondes irréconciliables. Trop chic pour les ouvriers fidèles aux Gauloises, trop française pour les élites qui rêvaient d'Amérique. Elle a disparu dans l'indifférence générale, victime de son ambition impossible. Marigny, la rivale malheureuse, lancée la même année que Fontenoy, cette cigarette visait exactement le même public avec une promesse différente. Les Marigny se présentait comme une cigarette aérienne légère, à la fumée fraîche malgré son tabac noir. Le papier très poreux devait permettre une combustion plus douce, une aspiration moins agressive pour les gorges délicates. Hélas, le papier trop poreux provoquait un défaut rédhibitoire. La cigarette se consumait toute seule dans le cendrier, gaspillant un tabac précieux sans que le fumeur puisse en profiter. Les clients se plaignaient de payer pour des cigarettes qui partaient en fumée sans eux. La CEITA a corrigé le problème, mais trop tard. La réputation de la Marigny était définitivement ternie, personne ne voulait plus prendre le risque. Elle a survécu pendant quelques décennies dans l'ombre, fantôme d'une ambition déçue, avant de disparaître définitivement des catalogues. Royal, la reine déchue du menthol. Cette marque mythique dominait le marché français des cigarettes mentholées avant que la réglementation européenne ne lui coupe les ailes. Le lancement en 1956 avait créé un engouement immédiat. Les Françaises découvraient le plaisir de la fraîcheur mentholée dans leurs cigarettes. La Royal incarnait la modernité, l'élégance féminine, une certaine idée du raffinement accessible. Le menthol donnait l'illusion d'une cigarette moins nocive, plus pure, presque thérapeutique. Les fumeurs enrhumés se rabattaient sur la Royal pour soulager leur gorge irritée. Les débutants la choisissaient pour adoucir leur initiation. La directive européenne de 2020 a interdit toutes les cigarettes aromatisées, le menthol en premier. La Royal mentholée a disparu des bureaux de tabac du jour au lendemain, emportant avec elle des décennies de souvenirs parfumés. Bastos, le goût de l'Algérie française. Cette cigarette portait le nom de son créateur, Juan Bastos, un Français installé à Oran qui avait fondé sa manufacture en 1866. Les pièces noires fumaient la Bastos comme ils mangeaient la mouna ou buvaient l'anisette. Elle faisait partie de leur identité méditerranéenne. Le tabac provenait des cultures algériennes, séché sous le soleil d'Afrique du Nord, chargé des arômes de cette terre brûlante.
Le rapatriement de 1962 a ramené en métropole des millions de pièces noires et leur amour pour la bastose. La Seita a continué la production pour satisfaire cette clientèle fidèle et nostalgique, gardienne d'un souvenir douloureux. Les Corses ont adopté cette cigarette comme la leur, elle s'est imposée dans les bars de Bastia et d'Ajaccio. La bastos représentait le sud, la chaleur, une certaine désinvolture méditerranéenne face aux conventions parisiennes. La marque existe encore techniquement, mais la formule originale a disparu depuis longtemps. La bastos d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que fumaient les pieds noirs sur les terrasses d'Alger. Balto, l'imitation ratée. Le nom évoquait Baltimore, la ville américaine, dans une tentative désespérée de la Seita de copier le succès des cigarettes blondes d'outre-Atlantique. Camel et Marlboro envahissaient le marché français, les jeunes rêveurs de cow-boys et de grands espaces. La Régie nationale devait réagir, proposer sa propre version du rêve américain fabriqué en France. La Balto utilisait un mélange de tabac blond censé reproduire le goût des cigarettes américaines. Le paquet imitait les codes graphiques de l'Amérique, tout devait évoquer cette modernité venue de l'Ouest. Mais les Français n'étaient pas dupes. Pourquoi acheter une copie française quand l'original américain était disponible au bureau de tabac du coin? La Balto sentait l'ersatz, le produit de substitution, le manque d'ambition. Elle n'a jamais conquis le cœur des fumeurs français, ni ceux qui restaient de fidèles au tabac noir, ni ceux qui préféraient l'authentique Marlboro. La Balto a disparu sans laisser de regrets, victime de son identité confuse. Fine 120, l'élégance au féminin. Ces cigarettes extraordinairement longues de 120 mm incarnant le glamour des années 80. Les femmes actives les sortèrent de leur sac à main en cuir, les allumaient avec des briquets dorés, les tenaient avec une grâce étudiée. La fine 120 représentait l'émancipation féminine, la réussite professionnelle, une certaine idée du pouvoir au féminin. Le format extra long permettait de fumer plus longtemps sans rallumer, pratique pour les réunions interminables ou les soirées mondaines. La minceur du cylindre évoquait la silhouette idéale de l'époque, fine, élancée, sophistiquée. Les versions mentholées ajoutaient une touche de fraîcheur à cette image déjà glacée de perfection. La fine 120, menthol, accompagnait les working girls dans leur conquête du monde professionnel. L'interdiction du menthol et les restrictions sur les termes évoquant la légèreté ont condamné cette cigarette emblématique. Fine suggérait la minceur, le terme était désormais interdit sur les paquets. Naja, l'oublié de l'histoire. Cette marque obscure des années 50 n'a jamais connu la gloire de ses concurrentes non plus célèbres. Les archives de la Seita mentionnent son existence, quelques vieux paquets surgissent parfois dans les brocantes, mais personne ne se souvient vraiment de la Naja. Elle faisait partie de ces dizaines de marques secondaires que la régie lançait pour occuper tous les segments du marché. Le tabac noir bon marché visait les fumeurs les plus modestes, ceux qui ne pouvaient même pas s'offrir des gauloises. La Naja représentait le bas de gamme absolu, la cigarette de la dernière extrémité. Elle a disparu lors des premières rationalisations du catalogue, bien avant la privatisation. Personne ne l'a pleuré, personne ne l'a réclamé. La Naja appartient à ces marques fantômes dont seuls les historiens du tabac se souviennent encore. Weekend, le tabac des loisirs. Cette cigarette au nom évocateur se vendait dans des étuis plats conçus pour glisser dans la poche de chemise. Le design innovant visait les fumeurs du dimanche, ceux qui ne consommaient qu'occasionnellement pendant leur moment de détente. Le paquet compact et élégant accompagnait les promenades en forêt. Les pique-niques familiaux, les parties de pétanque, le mélange de tabac gris, ni vraiment brun, ni vraiment blond, représentait un compromis pour les palais indécis. La Weekend ne cherchait pas à convertir les fidèles des grandes marques, elle visait un public flottant. Cette stratégie de niche n'a pas survécu aux concentrations industrielles. Quand Altadis puis Imperial Brands ont racheté la Seita, les petites marques comme Weekend ont été les premières sacrifiées. Hongroise, l'ancêtre de toutes, cette cigarette née en 1876 représente la préhistoire du tabac français moderne. Son nom évoquait l'Europe centrale, les tabacs hongrois réputés pour leur qualité, une certaine exotisme slave qui séduisait les fumeurs du XIXe siècle. La Régie française importait ses feuillards de l'Empire austro-hongrois pour fabriquer ses cigarettes de luxe. En 1910, dans un climat nationaliste préparant la guerre, l'administration décide de franciser le nom de cette cigarette trop étrangère. Les hongroises deviennent les gauloises, le tabac reste identique mais l'emballage patriotique change tout. Personne aujourd'hui n'a fumé de véritables hongroises, les derniers consommateurs sont morts depuis un siècle. Cette marque n'existe plus que dans les livres d'histoire et les collections de paquets anciens. Elle reste pourtant fondamentale pour comprendre l'origine du tabac français, la mère de toutes les cigarettes qui ont suivi. Sans les hongroises de 1876, jamais les gauloises n'auraient existé.
Ces 15 marques racontent de l'histoire d'une France disparue, celle des bistrots enfumés, des usines bruyantes, des casernes austères. Elles témoignent d'une époque où le tabac brun incarnait l'identité nationale avant que la mondialisation ne standardise les goûts. Vous souvenez-vous d'un proche qui fumait l'une de ces cigarettes légendaires? Partagez cette vidéo avec ceux qui ont connu cette France où la fumée bleue faisait partie du paysage. Laissez un pouce bleu si ces paquets disparus ont réveillé des souvenirs enfouis dans votre mémoire. Abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur de la mémoire française.